Que me llamen dictador, pero que los salvadoreños podamos vivir al fin en paz. Lui, c'est Nayib Bukele, l'actuel président du Salvador, qui est un petit état d'Amérique centrale d'un peu plus de 6 millions d'habitants. Et en fait, plutôt qu'un président, je devrais plutôt vous parler d'un dictateur. En juillet 2025, le Parlement salvadorien lui a autorisé à cumuler les mandats, ce qui fait que techniquement, il peut rester au pouvoir autant de temps qu'il le veut. Mais la particularité de ce dictateur, c'est qu'il est très apprécié par la population locale, si bien qu'il se cache même plus d'être un dictateur, comme avec son ancienne bio Twitter qui disait « dictateur du Salvador ». Au moins, ça a le mérite d'être clair. Mais malgré sa popularité apparente, son régime cache des dérives autoritaires qui passent un peu inaperçues. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose d'aller à la découverte de Nayib Bukele, le dictateur cool du Salvador. Pour comprendre comment Nayib Bukele en est arrivé là, il faut retourner le 3 février 2019. À seulement 38 ans, il devient le plus jeune président de l'histoire du Salvador. En fait, il a été élu parce qu'il incarne exactement ce que recherchaient les Salvadoriens. Du renouveau. Nayib Bukele au Salvador, c'est un peu comme Emmanuel Macron en France. C'est un jeune politicien, loin des vieux partis traditionnels et qui donne un espoir de nouveauté dans le pays. Parce qu'avant l'arrivée de Bukele au pouvoir, pendant 30 ans, c'est deux partis qui se sont succédés, en enchaînant corruption, scandales et décisions impopulaires. Bukele, lui, c'est pas un politicien comme les autres. Il est ancien maire de San Salvador, la capitale du pays, et il se présente comme un gars jeune, efficace, et surtout loin des vieux partis corrompus. Et puis en parallèle de ça, il a un atout, c'est les réseaux sociaux. Ça lui permet de parler directement au public, de faire ses déclarations sur Twitter, bref, il plaît à la population, et surtout aux jeunes. Mais c'est en particulier une mesure qu'il a promise qui lui a permis d'être élu, celle de mettre fin à l'enfer des gangs au Salvador. El Salvador estaba con metástasis. Íbamos a salir sanos, ya sin el cáncer de las pandillas. Parce que dans ce pays, c'est plus qu'une promesse électorale, c'est une question de sécurité nationale. La réalité, c'est que le Salvador vivait dans une violence extrême. Les Maras, qui sont des gangs de narcotrafiquants très présents en Amérique latine, contrôlaient des quartiers entiers, extorquaient ou tuaient tout ce qu'il faut pour terroriser la population. En réponse à ce besoin de sécurité dans le pays, Nayib Bukele a très vite choisi la manière forte. En 2020, donc seulement un an après son élection, il est entré au Parlement, entouré de militaires, pour faire pression sur les députés qui refusaient de faire un emprunt pour lutter contre les gangs. Mais malgré ce budget sécuritaire adopté de force, il faudra attendre un jour bien particulier pour voir la situation enfin changer au Salvador. Ce jour-là, c'est le 26 mars 2022. Et en seulement 24 heures, dans le seul pays du Salvador, il y a eu 62 assassinats. Un véritable carnage pour ce petit pays de 6 millions d'habitants. Pour faire face à cette hausse de la criminalité, Bukele réagit immédiatement. Il déclare l'état d'urgence dans le pays, ce qui permet à la police et à l'armée de faire des arrestations et des perquisitions sans mandat d'arrêt. Ce que ça veut dire globalement, c'est que, à ces périodes, si vous étiez suspecté de quoi que ce soit, vous pouviez aller en prison ou vous pouvez voir votre domicile se faire perquisitionner. En plus de ça, cet état d'urgence, il augmente la durée de la détention préventive à 6 mois. Donc si vous êtes arrêté, même si vous avez rien fait, vous allez faire au moins 6 mois de prison. Alors vous l'aurez compris, ces mesures qui sont très radicales, elles ont un but, celle de lutter contre le narcoterrorisme. Le résultat, c'est une vague d'arrestations jamais vue dans le pays. 58 000 personnes sont arrêtées en 6 mois, et plus récemment, en 2024, il y avait encore 94 000 personnes en prison. En fait, la population carcérale, elle a tellement augmenté que Bukele a fait construire une gigantesque prison de 40 000 places, le CECOT, le centre de confinement du terrorisme. À propos de cette prison, il dit même « Ceux qui y rentrent ne reverront plus jamais la lumière du jour ». Ok, juste une petite aparté. Moi c'est Baligé, je fais des vidéos sur YouTube sur l'actualité, la politique ou la géopolitique. Donc si t'aimes mon travail, hésite pas à t'abonner, ça me soutiendrait énormément. Bon voilà c'est tout, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais derrière ces chiffres impressionnants, les ONG tirent la sonnette d'alarme. Cet état d'urgence, il a également provoqué de nombreux cas de disparitions forcées, de décès en détention et de conditions inhumaines en prison. Donc là on rentre dans les cellules où les détenus sont prisonniers, ils sont juste là. Enfermés comme des animaux en cage. Buenas. Ils ne sortiront jamais d'ici. Si bien que le taux d'occupation des prisons durant cette période au Salvador, il était de 148%. Ce qui veut dire que pendant l'état d'urgence, pour 2 places de prison, il y avait 3 prisonniers. Donc les prisons salvadoriennes étaient littéralement en surcharge. Mais pourtant, en parallèle de ces chiffres, la population était
très satisfaite. Et la raison elle est simple. En seulement 6 ans, le Salvador est passé de 38 homicides pour 100 000 habitants à seulement 2,4. Un taux si bas qu'il est comparable à celui du Canada. Et le Canada, ils sont pas vraiment connus pour tuer des gens. Bon, comme ça paraît complètement incroyable, sauf qu'il faut le dire, certains chiffres sont probablement arrangés. Certaines analyses indépendantes comptent qu'entre les corps non comptabilisés, les morts en prison et les morts dues aux violences policières, le taux réel d'homicide dans le pays, il pourrait être de 47% plus élevé. Alors même avec un taux d'homicide de 47% plus élevé, c'est toujours beaucoup moins que le taux d'homicide qu'il y avait encore quelques années avant, mais c'est quand même des chiffres à nuancer. D'ailleurs, durant cette période, le pays détenait un record mondial, celui de la plus grande population derrière les barreaux. Il y avait jusqu'à 1927 prisonniers pour 100 000 habitants, soit un taux de 2% de la population totale qui était en prison. C'est complètement hallucinant. Mais alors forcément, cette guerre contre le narcoterrorisme, elle a également un prix pour la population. Et ce prix, c'est les libertés civiles. En fait, depuis son arrivée au pouvoir en 2019, Nayib Bukele cible régulièrement les médias qui sont critiques de son régime. Entre espionnage des journalistes, attaques numériques et campagnes de dénigrement, les médias ont tendance à s'auto-censurer. Le journal El Faro fait tout pour continuer son travail d'investigation, malgré la pression du gouvernement. Mise sur écoute, accusations publiques de liens avec les gangs ou de blanchiment d'argent, photos d'identité et adresses relayées sur les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la communication du pays entre la télé ou les réseaux sociaux, elle est presque maîtrisée à 100% par le gouvernement. Et pour montrer cette diminution de la liberté de la presse au Salvador, le classement de Reporters sans frontières résume tout. En fait, tous les ans, Reporters sans frontières, ils font un classement de tous les pays du monde en fonction de la liberté de la presse dans chaque pays. Et il y a 10 ans, en 2015, le Salvador était 45e sur 180. Un score plutôt honorable pour un petit pays. Mais aujourd'hui, le Salvador est passé à la 135e place. Une chute vertigineuse qui montre un net affaiblissement de la liberté de la presse dans le pays. Sauf que malgré tout, cette hausse de sécurité amorcée par Bukele, elle lui donne énormément de popularité auprès de la population. Ce qui lui donne, de fait, encore plus de pouvoir. Si bien qu'en 2024, il a été réélu président avec 85% des voix, sauf que cette réélection, elle pose un énorme problème. Normalement, la constitution du Salvador, elle interdit la réélection immédiate d'un président. En fait, c'est comme ça dans la constitution du Salvador, il n'y a pas le droit de faire 2 mandats consécutifs en tant que président. Ce qui veut dire que normalement, Bukele n'avait pas le droit de se représenter à l'élection présidentielle. Mais grâce à un changement de la constitution, il a été autorisé à se représenter, et donc à faire un 2e mandat présidentiel. Et ça se termine pas là. Depuis très récemment, en juillet 2025, l'Assemblée nationale, dominée par son parti, a fait sauter la limite du nombre de mandats. Ce que ça veut dire, c'est que depuis juillet 2025, Bukele peut rester président autant de temps qu'il le veut, tant qu'il est réélu. Et malgré les critiques internationales sur les détentions arbitraires, la répression des journalistes et le régime dictatorial mis en place, Bukele assume pleinement. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Donc voilà, cette vidéo c'était comme une rapide mise au point sur la situation actuelle au Salvador, en voyant avant tout qui est Nayib Bukele, quelle est la particularité de ce régime et pourquoi il est autant apprécié. Mais en fait je me suis rendu compte que dans les médias, on parlait assez peu souvent du fait qu'il y a de nombreuses dérives autoritaires dans son pays. Alors oui, il a été salué par Donald Trump pour sa gestion du pays, mais c'est pas vraiment une référence. Quand on sait qu'il y a plus d'1% de la population qui est incarcérée et dont une bonne partie sans raison valable, ça fait réfléchir. Mais enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez l'aimer ou vous abonner, ça me soutiendrait énormément. Mon but ce serait de devenir journaliste et que cette chaîne elle ait une petite audience, donc n'hésitez pas. Enfin voilà, c'est tout pour moi, donc voilà. Salut!